Erev Tov à tous, on se retrouve avec Eliezer. Quatrième cours, les amis. Oui, quatrième cours, on va parler de la Judée-Samarie. Et grâce à Eliezer, on s'est déjà baladé au niveau géographique. On a vu plein d'histoires qui sont liées à des petits endroits. On a eu 2 conférences qui étaient liées au peuplement de la Judée-Samarie au niveau historique et au niveau chronologique. Le dernier cours, si vous vous rappelez, c'était sur Menachem Begin. Et ce soir, on va aborder l'histoire de Yamit. Juste pour vous donner les dates, bien sûr, Eliezer approfondira. 1975, début de Yamit, et en 1982, c'est ce qu'on appelle le pinou, c'est-à-dire le désengagement d'une certaine manière. Intéressant de remarquer, Eliezer, que c'est Ariel Sharon qui sera le Mefaked en 82, et on se rappelle aussi du Gush Katif. Tu nous parleras également de tout ça. Bonne étude à toutes et à tous, et merci Eliezer pour Midreshet Yehuda Manitou. Toda, Johan. Effectivement, on va lui donner la parole. Il y a Ariel Sharon, entre autres personnages très intéressants. Et je voudrais essayer de structurer dès le début notre rencontre d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on va commencer à parler de Yamit. Où est-ce que c'était, pour qui c'était destiné, à quoi c'était destiné, quand ça a été construit, Johan l'a dit. Qu'est-ce que ça représentait? Une brève revue historique de ce Yishuv bien avant sa fondation. Et ensuite, on va voir l'effet de ce qui s'est passé à Yamit, de ce qui s'est passé avec les 20 Yishuvim du Sinaï, sur toute l'entreprise du peuplement de Judée et Samarie, de Gaza, des hauteurs du Golan. Comment est-ce que ça a été pris comme un défi pour véritablement repenser sa stratégie, repenser les moyens d'action pour la suite. Et puis, je n'oublie pas la question essentielle autour de laquelle tournent toutes ces conférences. On ne parle pas seulement d'un aspect géographique ou d'un aspect historique. On parle avant tout d'Israël comme État juif. Et ce que je veux soutenir, c'est que l'histoire de ce qui se passe là-bas, on va le voir à la fin, c'est que ça a un impact primordial, premier, sur l'aspect d'Israël en tant qu'État juif, en tant qu'État du peuple juif. Si je me laisse entraîner par différents aspects, différentes questions, etc., historiques et autres, etc., eh bien, je compte sur vous, je compte surtout sur Brigitte, pour me rappeler, me dire, Eliezer, tu nous as promis quelque chose, tiens ta parole. Ok, Yofi. Alors, on y va. Yamit. Commencer par les plans. Yamit, ce n'était pas le premier Yishuv construit au Sinaï. Les premiers, comme Sadot, ils étaient construits encore avant la guerre de Kippour. Mais c'était un Yishuv prévu pour accueillir 250 000 d'habitants. Tout l'alia qui s'annonçait d'Union soviétique. D'ailleurs, beaucoup des pionniers qui étaient là dans les années 70, c'était des ressortissants de l'Union soviétique. Il devait être la 3e plus grande ville d'Israël, après Jérusalem et Tel Aviv. Le 3e port, avec des eaux profondes. C'est ce que devait devenir Yamit. Regarde, je vais essayer maintenant de partager et vous faire voir des cartes. Voilà, ça c'est Yamit, vous voyez sur la gauche, ça va, vous voyez, c'est bon? Ça va? Sur la gauche, vous avez bon, les plans de ville éminemment planifiés, fantastiques, etc. Et puis là, il y a Yamit, la plus grande, c'était la capitale du Sinaï. Et là, vous voyez tous les autres petits Shuvim, Moshavim et Kibbutzim qui ont été installés dans le Sinaï, pas tous autour de Yamit, la majorité, vous voyez, Sadot, Netiva Asara, Frigan, Avshalom, Nir Avraham, Ugda, etc. Bon,
où est-ce qu'ils sont? Si on veut les voir, où est-ce qu'ils sont sur la carte? Eh bien, Yamit, vous voyez, elle est à la frontière sud de Gaza, d'où aussi son intérêt stratégique qui vise à empêcher le passage et l'inondation, la dérive des Arabes de Gaza vers le nord du Sinaï. Vous voyez autour de Yamit toute une petite galaxie comme ça d'autres Yeshuvim. Et puis plus à l'ouest, vous avez Nachal Yam et tout au sud, Ophira. Ophir, ici vous voyez d'Isaav, des noms éminemment bibliques, Neviot, c'est-à-dire des Yeshuvim un peu dispersés, mais essentiellement concentrés vers entre El Arish sur la gauche, là vous voyez le curseur, et Gaza, Rafir dans le sud, un des noms utilisés en hébreu officiellement pour parler de cette région, c'était pas seulement Krebel Yamit, la région de Yamit, mais Pitrat Rafir, Pitra, l'entrée de Rafir. Ok, top. Voyons l'histoire un peu plus précoce. 1903, Binyamin Zeev Herzl, après avoir épuisé toutes ses chances, toutes nos chances d'acquérir un quelconque consentement de la part du sultan pour nous donner un État, nous accorder un État plus au nord, dans ce qu'on appelle Petit Israël, ou entre Guédère et Hadera, il s'adresse aux Britanniques avec la demande de fonder le foyer national juif au Sinaï. Ça s'appelle le programme El Arish. Pourquoi? Parce que El Arish, c'est la ville plus grande du Sinaï. Il faut savoir que les Britanniques, depuis 1882, ils sont en Égypte, naturellement poussés ou attirés par le canal de Suez, dont ils viennent d'achever la construction. L'Empire ottoman, ce n'est pas véritablement un des voisins les plus désirables, donc il conquiert de cet empire tout d'abord l'Égypte, et puis ensuite, petit à petit, il repousse les Ottomans de la péninsule du Sinaï, et il fixe la frontière est entre Eilat, ou à l'époque Aqaba, et El Arish. C'est-à-dire là, je le dis, retenez ce point, c'est un point très important, on va y revenir. La frontière telle qu'elle existe jusqu'en 1906 ou 7, jusqu'aux premières années du XXe siècle, eh bien, elle passe entre El Arish et Eilat Aqaba. Et c'est seulement ensuite que les Britanniques, eh bien, ils repoussent encore un peu les Turcs jusqu'à ce que la frontière s'étend entre Aqaba et Rafir. Le programme que Herzl propose aux Britanniques, tout d'abord, eh bien, jouit de l'accord de la Grande-Bretagne. Il y a même une délégation de l'organisation sioniste qui va voir les lieux. Mais pour finir, les Britanniques font marche arrière. Ça ne marche pas. Top, ça ne marche pas. Quelques années après, c'est le tour de petit-fils d'un des élèves du Gaon de Vilna, celui qui a fondé Petar Tikva, celui qui a fondé à Levanon le premier journal en hébreu, etc., eh bien, il va acheter des terres entre Rafir et El Arish, des terres assez vastes. Il s'adresse au Rav Kook pour avoir son accord, et il y a ici, bon, je ne l'ai pas mise, mais dans un livre que je vous conseille, vous avez beaucoup de données à ce sujet. Le Rav Kook écrit
Yoel Moshe Salomon, l'un des plus grands proto-sionistes, il dit, ça fait partie d'Eretz Israël. Bien sûr, je t'invite, je te conjure, je t'encourage à acheter les terres dans la région entre El Arish et Rafir. L'affaire ne marche pas, mais tout cela pour dire que toujours dans la conscience juive ancestrale, aussi bien que dans la conscience juive moderne des temps sionistes, eh bien, le Sinaï est certainement la partie qui est entre El Arish et Rafir, ça fait partie de Eretz Israël. Ça fait, vous voyez toutes les frontières, ici, vous voyez la carte de Eretz Israël biblique. Regardez bien, ce qui nous intéresse, ce n'est pas cette fois, ce n'est pas le nord, ce n'est pas que le Liban, la Syrie, même une partie de la Turquie, selon certains tracés de la frontière, mais ce qui nous intéresse, c'est la frontière sud. Vous pouvez le voir ici. Cette frontière sud, vous avez plusieurs lignes en pointillés. Eh bien, ces lignes en pointillés, elles désignent différentes opinions. Ici, il y a ici les opinions du Radbaz, Ravi David Ben Zivra, qui fait passer la frontière ici. Il y a l'opinion du Rav Ariel. Il y a beaucoup d'opinions. Il y a l'opinion du Kaftor Vaferach, du Rav Eshtori Afarchi, on en a parlé déjà, je crois, il y a quelques mois. Mais quoi qu'il en soit, toutes les frontières sud, elles sont d'accord que la frontière la plus étroite, eh bien, la plus minimale, elle passe Wadi El Arish. Vous voyez ici, c'est-à-dire de El Arish et ensuite au sud et jusqu'à Eilat, Aqaba, etc. C'est-à-dire d'après tous les dessins, tous les tracés, toutes les opinions, ce qu'on appelle toutes les chitotes, toutes les approches des Chachamim, eh bien, selon toutes, eh bien, à partir de El Arish et plus au nord, ça fait partie de Eretz Israël. Pourquoi ça nous importe? Eh bien, parce qu'on va y revenir avec ce qui se passe, avec ce qui va se passer après. Top, je quitte pour l'instant. Stop share, OK? Et puis, on se retrouve. Ça va jusque-là? Question, quelque chose, commentaire, réponse? Donc, on voit, il y a une histoire juive à El Arish et à Rafir. Il y a une histoire juive ancestrale, il y a une histoire juive moderne. Ça fait partie des frontières et c'est tout cela ne fait que rajouter au coût qui est COUP, qui est porté par le gouvernement de Begin lorsque il accepte à donner ces terres, à concéder ces terres à l'Égypte. Je vous rappelle, lorsqu'on s'est vu il y a 3 semaines, plus ou moins, eh bien, on a parlé que d'un côté, Menachem Begin, quand il est monté au pouvoir, eh bien, elle a promis beaucoup de Elonei Moré. Beaucoup de Elonei Moré en Samarie, en Judée, à Binyamin, ailleurs. Et d'un autre côté, parallèlement, il a entamé des recherches très intensives pour nouer des rapports avec Anwar el-Sadat. Et lorsque Anwar el-Sadat, quelques mois après l'intronisation de Begin, en novembre 1977, vient à Jérusalem pour parler devant la Knesset, eh bien, il sait déjà, tout le Sinaï lui est déjà promis. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle à la Knesset, eh bien, il disait, je n'attends pas de vous, ma présence ici, je n'attends pas de vous que vous me rendiez le Sinaï. Le Sinaï, il est déjà à moi, je ne viens même pas négocier. Je ne viens même pas négocier Jérusalem, je ne viens même pas négocier la Judée-Samarie, etc., etc. Donc, c'est un discours qui est très, comment dire, guerrier, on pourrait dire, très acerbe, très violent presque, mais bon, qui bien entendu en Israël, il est vertu quand même. Le mur d'acier, le rideau de fer entre l'État juif et les États arabes a été brisé, etc., etc. Bon, bien entendu, ça a aussi beaucoup de points positifs. Maintenant, mais je parle de l'influence sur le peuplement de la
Judée et Samarie. Maintenant, en quoi est-ce que c'est un coup? En quoi est-ce que c'est un traumatisme véritable pour la Hitiyashvut? Eh bien, parce que plusieurs principes fondateurs du sionisme sont violés. Tout d'abord, le principe de on ne quitte, on n'abandonne jamais un yishuv volontairement, même attaqué, même pendant la guerre, même sous les balles ennemies, jamais. C'est un principe qui a été fondé à Tel Chai en mars 1920 avec Yosef Trumpeldor, alors que certains voulaient qu'on fasse retraite, qu'on laisse les Tel Chai, Kfar Giladi, les Yishuvim du nord de la Galilée en 1920 aux Arabes parce qu'on était là-bas à peine quelques dizaines de défenseurs, etc. Mais la Hanaga, le leadership du Yishuv, et puis les pionniers sur place, eh bien, ils ont décidé que le principe directeur du sionisme serait qu'on n'abandonne jamais un Yishuv volontairement. C'est un principe qui a été maintenu et qui a été renforcé durant la guerre d'indépendance avec des Yishuvim comme Gush Etzion, avec Negba, avec Kfar Darom, avec Yad Mordechai, dont certains, les trois premiers, sont tombés, se sont sacrifiés pour sauver l'État d'Israël et dans le cas de Gush Etzion pour sauver la capitale juive, Jérusalem, des armées jordaniennes, des armées égyptiennes. Ce principe a été enfreint, ce principe a été violé par l'accord de paix avec l'Égypte. Deuxième principe qui a été violé, c'était que jusque-là, les frontières juives, les frontières de l'État d'Israël, eh bien, où est-ce qu'elles passaient? Elles passaient là où passait le dernier sillon de la charrue juive. C'était le fameux dicton encore de la seconde Aliyah, et ensuite ça a été réitéré avec l'opération Choma au Migdal, tour et palissade de la fin des années 30 après la révolte arabe et puis en vue de la commission britannique. C'était notre façon d'élargir nos frontières. C'était comme ça qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on fait? On fondait des yishuvim, des kibbutzim, des moshavim. On sillonnait des champs, etc., etc. Bon. Ça, c'est le deuxième principe qui était enfreint. Troisième principe, on quittait Eretz Israël. Il y a toute une correspondance entre le Rav Tzvi Yehuda Kook et Menachem Begin, entre le Rav Arashi de l'époque, le Rav Shlomo Goren et Menachem Begin, où ils disent, Slicha, Doni Rosh HaMemshala, mais d'après toutes les chitotes, toutes les opinions, ces Yishuvim, ils font partie d'Eretz Israël. Il peut y avoir des doutes au sujet de Ophir. Bien que le Rav Tzvi Yehuda lui écrit à Menachem Begin une lettre où il dit « Le Gaon de Vilna a fixé que tout le Sinaï appartient à Eretz Israël. » Tout appartient, Ophira, Dizaav, tout. Mais même si on prend l'approche et l'opinion minimale du Rabbi David Ben Zibra, du Rav Shtor Yafar, eh bien, la frontière, elle passe, Nachal el Arish, Vadi el Arish. Donc, toutes les plus de 18 Yishuvim ou 17 Yishuvim autour de Yamit, c'est Eretz Israël, Ma'ata Oseimze. Mais Begin, elle a d'autres frontières. Quelles sont les frontières de Begin? Quand il récite l'hymne du Beitar, Shtei Gadot le Yarden, Zo Shelanu, Zo Gamken, à quelle frontière les Beitarim y font référence? Ils font référence aux frontières mandataires. Ils font référence aux frontières du mandat britannique, c'est-à-dire de la déclaration Balfour et ensuite de la résolution de San Remo, 1922.
Et donc, ce sont ces frontières. Et c'est pour ça, vous vous rappelez, je vous ai dit avant que les Britanniques, au début du siècle, eh bien, regarde, regarde, au début du siècle, ils ont déplacé la frontière de El Arish, ici, de El Arish, qui passait de Eilat à El Arish jusqu'à Rafih El Arish. Donc, si les Britanniques avaient gardé leurs frontières précédentes, eh bien, El Arish et Tout Yamit auraient fait partie aussi des frontières de Menachem Begin. Mais lui avait d'autres frontières. Lui, comme Jabotinsky, avait d'autres frontières. Donc, on revient. Stop share. OK. Maintenant, mais c'est pas ces arguments n'ont pas tenu tête à l'euphorie qui s'est emparée du peuple, de ses représentants, de ses députés, lors de la conclusion des accords de Camp David. 84 députés de la Knesset ont voté pour les accords. 84, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y avait aussi des députés du Maharak, de la Avoda, naturellement des députés du Likoud, qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. Ceux qui ont voté contre, par exemple, je sais pas, c'est Moshe non, Moshe Arens, ceux qui se sont abstenus, c'est Yigal Allon, c'est Yitzhak Shamir, il y a des représentants du Parti travailliste qui ont voté contre, etc. Mais en gros, 84 députés ont voté pour. Et effectivement, tout d'un coup, c'était un esprit de reconnaissance, de normalisation, des idéaux d'États comme tous les autres États qui venaient en lieu et place du don de soi, de la Messirut Nefesh, qui était jusque-là plus proche, plus propre aux idéaux sionistes de Chalutziout, de pionniers, de conquête de la terre, etc., etc. Cela explique aussi que sur les 5300 habitants juifs du Sinaï, eh bien, il n'y a que 70 qui se sont dit prêts à résister. Tous les autres, eh bien, ils ont dit non, nous, on reçoit les dédommagements, les pitsouim, et puis on va fonder notre Moshav, je ne sais pas moi, dans le Negev, autour de Gaza, ou bien on va se refaire une vie ailleurs. Ceux qui ont été à la tête de l'opposition à l'évocation du Sinaï et à la destruction des Yishuvim, eh bien, c'était deux groupes essentiels. C'était d'un côté un groupe autour de la yeshiva de Yamit, du Rav Ariel, du Rabbi Yaakov Ariel, avec beaucoup de gens gens qui sont venus renforcer. Et puis, d'un autre côté, c'était des étudiants qui se sont aussi barricadés là-bas, avec à leur tête Tzachi Hanegbi. Tzachi Hanegbi, le fils de Géoula Cohen, qui elle aussi était là-bas à la tête, une des têtes de l'opposition au retrait du Sinaï. Donc, c'est ainsi que on a voté le retrait en 78 et en avril 82, plus rien n'est resté sur le lieu où étaient les 20 yeshuvim juifs du Sinaï. On a déjà parlé que à l'origine, quand après la visite, après les accords, après le prix Nobel obtenu par Sadat et par Begin pour ces accords, eh bien, il y a eu un
une atmosphère très triste qui s'est emparée des Yishuviim. On parlait de catastrophe, on parlait de fin du sionisme. Et puis, enfin, en gros, le mouvement Itiashvuti, le mouvement Gush Emunim, ou le Garin, le noyau de Elon Moré, eh bien, ils ont commencé à repenser leur stratégie. Et il y a eu en gros on peut parler de 4 directions essentielles. Première direction, on l'a un peu mentionné, c'était la direction prise par le Rav et conseillée par le Rav Aviner et par le Rav Eli Sadan. Il faut conquérir les consciences, il faut conquérir les cœurs, il faut persuader les gens, il faut aller de salon en salon et de matnas en matnas et de synagogue en synagogue et de centre communautaire en centre communautaire et enseigner les oroth du Rav Kook. Il faut rencontrer le peuple là où il est et lui amener les Yehuda Veshomron là où il est. Il faut leur amener le sionisme de nouvelle souche, le sionisme de la Géoula, de la délivrance, et pas le sionisme du refuge. Ça c'était la première direction, qui était envisagée, qui était proposée. Deuxième direction, c'était la direction proposée avant tout par Hanan Porat, le Rav Hanan Porat, Zichrono Livracha, qui disait, écoutez, on n'a pas sur qui compter à la Knesset. Même le Mafdal, même le Parti national religieux a soutenu les accords de Camp David. Nous devons nous transformer en force politique, nous devons fonder un parti. Et il va en effet ensuite avec Géoula Cohen et avec professeur Yuval Ne'eman et avec d'autres personnes fonder un parti qui va s'appeler Techria, dont la plateforme, l'essentiel de la plateforme, c'est l'établissement d'un maximum de juifs et de localités juives en Judée, Samarie, Gaza, Golan, etc., etc. Deuxième direction. Troisième direction, c'était par exemple une des personnes les plus connues de cette troisième direction, c'était Yehuda Etzion. C'était, il faut faire sauter la coupole d'or sur le mont du Temple. C'était la martyre yéhoudite, c'était la résistance, on peut dire, clandestine juive, qui disait que, il faut percer l'impasse. Le sionisme est bloqué, il ne bouge nulle part, il fait même marche arrière. Il faut faire quelque chose d'absolument tonitruant qui bouleverse les consciences. Son guide en cela, c'est Shabtai Ben Dov. Shabtai Ben Dov, un penseur, un des leaders du Lehi à l'époque, un penseur très fort, qui est son principal étudiant et élève, eh bien, c'est Yehuda Etzion, qui fait sortir ces 5 tomes de ses écrits, très, pas facile à comprendre, qui parle de la Géoula au niveau politique, etc., et active, pour laquelle il faut la faire arriver par nos efforts. Ça ne va pas descendre. Ça, c'est la troisième direction. Maintenant, la quatrième direction, c'est la direction de la majorité. C'est la stratégie de la majorité. C'est quoi la stratégie de la majorité? Eh bien, Khaverim, il faut continuer. Il faut continuer, persévérer, renforcer les yeshuvim existants, construire d'autres yeshuvim. Il faut renforcer nos institutions. Il n'y a plus, à cette époque, il n'y a plus de Gush Emunim, il n'y a plus de Garin Elon Moré. Mais tout d'un coup, il y a Moetzet Yesha,
le Conseil des résidents de Judée, Samarie et Gaza, l'organisation qui est le représentant politique de tous les Yishuvim et tous les habitants juifs de Judée, Samarie, qui existent jusqu'à nos jours. C'est à cette époque qu'elle est fondée. On fonde l'organisation Amana, son bras qui va construire, qui va peupler, qui va orienter les noyaux de peuplement des différentes localités qui vont être fondées et qui vont être créées en Judée-Samarie. Il y a un journal qui est fondé, Nekuda, qui va devenir une plateforme de discussion idéologique très, très prolifique, très, très riche, dont le rédacteur en chef, ça va être Israël Harel. Ensuite vont écrire là-bas Chagai Segal et Uri Orbach, c'est-à-dire tous les futurs meilleurs journalistes avec les Kippot Srugot, eh bien, ils vont être formés dans ce journal. Et qu'est-ce qui motive cette quatrième stratégie? Eh bien, c'est une chose très simple. Ils disent, pourquoi est-ce que le gouvernement a pu déraciner Yamit? Parce qu'il y avait là-bas 5000 juifs. Lorsqu'on sera 100 000 juifs en Judée-Samarie, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Lorsqu'on aura nos organismes, nos institutions, nos structures, une présence démographique en masse qui se multiplie, ça ne va pas marcher. Maintenant, qu'est-ce qui a donné raison à cette orientation? Qui a donné raison? Qui a dit, voilà, Zohader, c'est le gouvernement. Le gouvernement a commencé par Begin et en continuant par Ariel Sharon, qui était le ministre de l'Agriculture, de la commission de la Hitiyashvut. C'est-à-dire, c'est lui qui centralisait toutes les affaires de peuplement de toutes les terres d'Israël, tant à l'intérieur des frontières de la ligne verte qu'à l'extérieur de la ligne verte. Et c'est lui, avec son bras droit, Baron, Uri Baron, qui faisait véritablement des efforts invraisemblables pour construire la Judée-Samarie, de l'évacuation et de la destruction de Yamit. Ariel Sharon se trouve à Telem. Telem, c'est Drom Har-Hebron. Drom Har-Hebron, c'est-à-dire c'est le sud, au sud de Hebron, entre Hebron et Beersheba. À faire quoi? À établir un nouveau Yishuv, Telem. Et qu'est-ce qu'il dit à Telem? Eh bien, il dit à Telem la chose suivante. Le gouvernement a évacué Yamit. Mais ce qui vaut pour Yamit ne vaut pas pour la Judée, la Samarie et Gaza. En Judée, Samarie et Gaza, on va continuer à construire. Il n'y a aucun rapport entre Yehuda et Shomron et la péninsule du Sinaï. Juifs et Arabes vivront côte à côte en Judée et Samarie à jamais, à éternité. Léolam, c'est ce qu'il dit en 82, en avril 82, à Telem. Et il le répète partout ailleurs. Et effectivement, vous prenez l'année 80-81, il y a 20 nouveaux Yishuvim qui sont fondés, 20, Esrim. Esrim nouveaux partout, en Binyamin, en Samarie, en Gaza, partout. Drom Har-Hebron, des zones qui étaient complètement vides jusque-là, elles commencent à refleurir de Yishuvim juifs. Maintenant, je vais vous montrer encore une personne. J'imagine que certains vont la reconnaître. Regarde. Ah, Yofi. Vous connaissez cette personne?
Vous connaissez cette petite dame avec une carte sur… eh bien, cette personne, elle s'appelle Plia Albeck. Plia Albeck, elle est, pour ceux qui connaissent, elle est la sœur, de naissance, elle est Neventzal. Elle est la sœur du Rav Neventzal de Jérusalem, de la Ira Atika. Et puis, qu'est-ce qu'elle est? Elle occupe une position très importante au ministère de la Justice. Et vous vous rappelez, en 78, c'est le premier Bagatz Elon Moreh, ou Bagatz Roujaib, pas loin de Shrem, qui dit qu'il est interdit d'exproprier des terres privées pour établir des yishuvim, ou pour faire passer une route, ou pour des besoins civils juifs en Judée-Samarie. Alors, le gouvernement s'adresse à cette personne, placée au ministère de la Justice, pour lui dire, écoute, Plia, nous avons besoin de trouver des terres en Judée-Samarie qui soient des terres, comme on appelle, Admot Medina. Admot Medina, des terres qui appartiennent à l'État, qui n'ont jamais été labourées, jamais été travaillées, jamais été occupées par un Arabe. Je vois que vous avez écrit quelque chose. Elle a établi toutes les terres dites d'État. Effectivement, cette personne, Plia Albeck, de 1979 jusqu'en 1992, elle va sillonner toute la Judée-Samarie, en long, en large, même en hélicoptère, elle va sillonner tout ça. Elle est accompagnée à certains moments par Hanan Porat. Pourquoi? Pour déterminer quelles sont les terres Admot Medina. Les terres, en gros, sur lesquelles on peut construire des localités, des yishuvim. Elle va déterminer, elle va trouver de cette façon un demi-million de dunam. 500 000 dunam. Dunam, c'est bon, c'est 100 mètres sur 10 mètres. Oui, vous faites le calcul pour ceux qui veulent. Sur ces terres ont été établis près de 100 yishuvim. Le plus grand d'entre eux, Itamar, en Samarie. De très grande actualité. Demain et jeudi prochain, c'est la Askara de Oudi, Ruti Hashem Ikom Damam, et leurs enfants, la famille Fogel. C'est elle qui établit tout ça. C'est elle qui sillonne, qui bat, etc., etc., etc. Bien sûr, la gauche ne l'aime pas, la droite ne l'aime pas. Pour la gauche, c'est trop, pour la droite, c'est pas assez. Peu importe, l'un des résultats essentiels de l'affaire du Bagatz Elon Moreh et de toutes les pétitions au Bagatz, c'est c'est qu'on a été forcé à chercher et à trouver d'énormes quantités de terre pour établir près d'une centaine de yishuvim. Pour ça que jusqu'à aujourd'hui, Plia Albeck, Zichrona Livracha, elle est morte très jeune, elle est morte à l'âge de 67 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous parlez avec les Mityashvim, pas les tout nouveaux, mais ceux de, je ne sais pas, même des années du XXe siècle, le nom de Plia Albeck, c'est une sommité, c'est une célébrité, tout le monde la connaît, etc., tout le monde l'a vu, etc., etc., etc. Bon, maintenant, et c'est pour ça que dans les années 80, début des années 80, il y a une poussée sans précédent à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est pour ça qu'en 1980, après la victoire quand c'est la victoire de Menachem Begin, la deuxième victoire de suite, eh bien, c'est accueilli avec un très fort soupir de soulagement dans les cercles de Judée et Samarie. Alors que on connaît déjà tout. On sait qu'il a déjà renoncé au Sinaï et on sait qu'il a donné
qu'il a accepté le plan d'autonomie pour les Arabes de Judée-Samarie. C'était le second volet des accords de Camp David. Mais cela dit, c'est que de notre côté, c'est quelqu'un qui place des bonnes personnes qui font bouger les choses, comme Baron, comme Sharon, comme encore d'autres personnes, et on voit une profusion de Yishuvim, de grands Yishuvim, etc., etc. Enfin, Ariel, Malé Adoumim, etc., qui sont, enfin, Malé Adoumim, c'était un peu plus tôt, mais peu importe. Voilà, maintenant, vous pouvez poser la question. OK, Eliezer, Toda Rabba, Yafé Meod, peut-être qu'ensemble, on a appris quelque chose sur Sinaï, sur la vague de peuplement de fin des années 70, début des années 80, où c'est un peuplement qui se fait dans les régions où le Parti travailliste n'était pas prêt à le faire, comme en Samarie, comme à Binyamin. Mais quel rapport avec l'État juif? Quel rapport avec l'identité de l'État? Eh bien là, ou bien peut-être on fait une pause. Vous savez quoi? Je propose de faire une petite pause pour des questions, pour des remarques, pour je ne sais pas, pour quelque chose. Moi, je suis Ken parce que je sais, j'ai beaucoup de faits, de détails, etc. Alors, si vous avez des questions, peut-être soit par écrit, soit avant qu'on passe à la juive. Oui, je vois Daniel Benaïm. Ken. Rega, comment est-ce que ask to unmute? Ask to unmute. Johan, tu peux bien? Oui, non, je voulais faire remarquer pour Liar Albeck, Zichron Levracha, à l'époque, personne ne comprenait ce qu'elle faisait. Et je me rappelle qu'Eliezer Cherki, qui travaillait à l'époque au ministère de la Justice, il disait « elle fait un travail absolument extraordinaire ». Et personne ne comprenait chez les Mitnachalim et à Yesha, ne comprenait ce qu'elle faisait. Ils estimaient qu'au contraire, elle mettait des bâtons dans les roues pour les Mitnachalim. Oui, Daniel, Mamash Toda, parce qu'effectivement, elle voyait venir. À l'époque, on pensait qu'il était suffisant de l'appui des ministères de la Défense, de la Construction, de l'Agriculture, du Premier ministre pour voir l'existence de son yishuv garanti. On était encore loin de l'hégémonie du système judiciaire en Israël. Mais c'est pour ça qu'elle a donné des garanties de plomb au niveau judiciaire pour le futur de ces yishuvim. Pardon? עד היום זה תופס, מה שעשת, זה תופס עד היום. עד היום. C'est pour ça que dans Haaretz, on ne peut pas lui pardonner cela. נכון. Voilà. Donc ça, Mamash, merci Daniel pour cette précision. Encore quelqu'un, Macho? Non, Brigitte? Ou bien on passe? Non, parce que moi, la question que je voulais poser, c'est une question beaucoup plus générale, à savoir que est-ce que le fait pour le sionisme religieux de se focaliser sur la Etiashvut et la terre n'a pas fait en sorte que tous ces sionistes religieux sont rentrés dans une espèce de ghetto entre eux et que le reste d'Israël, l'ancien Israël, a été un peu déserté par eux? Eh bien, vous voyez, merci pour la question, mais on voit qu'effectivement, la première direction stratégique proposée par le Rav Aviner, par le Rav Sadan, le Rav Sadan qui est quand même le fondateur de la première Mechina Kdam Tzvaït à Eli, c'était la direction de la conquête des consciences et des cœurs. D'ailleurs, c'était aussi la direction prônée par le Rav Tzvi Yehuda. Je vous rappelle ces 3 mots prononcés à la suite de l'évacuation de Roujaib, du premier noyau de Elon Moreh, on a dit que celui qui a été évacué sous l'ordre du Bagatz, 78. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Tzvi Yehuda? Il a dit « A'am lo itanu ». Le peuple n'est pas avec nous. Le peuple n'est pas avec nous. Effectivement, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui… Oui, Daniel, je me rappelle, c'est vous qui avez dit ça il y a 2 mois.
que moi, Oui, Daniel. j'ai une anecdote très, très spécifique par rapport à la question de Brigitte. Je travaillais au Katamonim dans ces années-là, et tout d'un coup, avant l'expulsion d'Amid, avant le guirouge de Yamid, ils sont venus du Merkaz arabe, ils m'ont dit organise des autobus pour. J'ai dit, mais ça ne va pas, où vous étiez? Ces gens-là ne vous connaissent pas. Les Katamonim, ils ne connaissaient pas les Mitnachalim. Il n'y avait aucun rapport. Ils étaient très loin de l'idéologie. Ils étaient dans leurs problèmes économiques et sociaux et tout. Ils n'étaient pas du tout reliés. Je dis, vous êtes fous, personne ne ressortira. Tous les Katamonim sauraient bien que moi j'étais chose, mais personne ne voulait venir. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient aucune. Personne du Merkaz arabe a fait une Iknadvout, un Katamonim ou un machin, où il y avait des petits rabbanim, des gens de gauche qui étaient là-bas. Tous les Ovdim Keilatim, dans ces années-là, ils étaient tous de gauche. Tous. Oui, et le mouvement Panim al-Panim, il a été quand même relativement ponctuel, non? Non, ils étaient, je me rappelle très bien, je connais très bien, enfin, c'était une période, ils ont pas, c'était pas assez ample, il n'y avait pas d'ampleur tellement ils étaient bien gentils, ils étaient très, très nirmadim, mais c'était pas assez ample comme mouvement, c'était pas. Non, mais la Après, question reste, où il est? Après, il y a eu les Garinim dans les Yishouvim. Il y a eu les Garinim dans les Yishouvim, les Garinim à Mevaseret Sion, Vea Kadima et tout cela, ceux qui ont dit il faut s'installer dans le peuple. Il faut s'installer dans le peuple. Al Shlomi, Aniodatma. Après, il y a eu tout ce mouvement des Garinim, Ironim. Mais en fait, il faut les deux, c'est ça le. Bien sûr qu'il faut les deux. Il faut les deux. C'est sûr que les gens qui ont des problèmes économiques et tout ça, tu vas leur dire de venir manifester ou faire des choses contre l'expulsion de Yamit ou même de Gush Katif. Il n'y avait pas. C'était pas valable. Quoi. Ils n'étaient pas du tout reliés à cela. C'est pas du tout. Merci beaucoup. Eliezer s'est déconnecté. À mon avis, c'est un problème de connexion. On espère le. Voilà. Oui, Baruch Hashem. Voilà. Merci Daniel T'inquiète pas. d'avoir tenu jusqu'à. Slicha, je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, donc ce que vous dites, c'est que la Judée-Samarie, elle est conquise par Katamonim, dans les Katamonim. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est une, comment dire, une série à répétition, ça revient. On pensait que peut-être on pourrait avoir la ribonout, la souveraineté, qu'il suffisait pour cela d'avoir des bons rapports avec l'administration Trump, en faisant le court-circuit de l'opinion nationale en Eretz Israël. Ça n'a pas marché. Mais là, je voudrais dire quand même une chose, c'est qu'au début des années 80, je ne l'ai pas dit encore dans la conférence, mais là, bon, je tiens un livre de 2 tomes de Keneged Kol HaSikuim de Haggai Uberman, qui a, je sais pas, sur 500 pages, il relate toute l'histoire des premiers 40 ans de la Hitiyashvut. Il dit qu'en 81, tout d'un coup, 34% de tous les Israéliens soutiennent les positions de Gush Emunim et de Ariel Sharon de s'établir partout en Judée, Samarie, Gaza et Golan, partout. Et les autres, ils soutiennent l'établissement d'après les lignes du Parti travailliste, c'est-à-dire partout, sauf dans les lieux stratégiquement importants. Il n'y a que 7%, il dit, qui sont contre les Judée-Samarie tout court. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain soutien. Ce n'est pas négligeable, 34%, vous comprenez? Mais c'est vrai, ce n'était pas la position dominante. Est-ce qu'on pouvait se permettre, est-ce qu'on avait les effectifs, est-ce qu'il y avait suffisamment de division pour s'occuper et du peuplement de Judée-Samarie
et de convaincre le peuple. Bonne question, mais oui, Nahon, vous avez raison. Sans Katamonim, il n'y a pas je sais pas, de Jéricho juif. Mamash Kacha. Maintenant, cela dit, je voudrais revenir à la question d'origine. Quel rapport avec l'État juif? Et je voudrais y répondre en disant que début des années 80, effectivement, l'Aït Yashvut avait tout pour devenir un autre secteur de l'État d'Israël, comme beaucoup d'autres secteurs qui cherchaient à garantir ses intérêts économiques, sociaux, etc. Pourquoi 2005? Oui, on va y arriver. Vous comprenez? Alors, mais pourquoi est-ce que les Mityashvim ne sont pas véritablement devenus un secteur? Eh bien, parce que depuis la fin des années 70 et jusqu'à nos jours, 40 ans, c'est devenu la pomme de discorde entre Israël et le monde entier. Maintenant, est-ce que c'est par hasard? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange Washington? Qu'est-ce qui dérange l'Europe? Bruxelles, Moscou, sans parler du monde arabe, la présence juive? C'est une question qu'il est très important de se poser parce que toute leur opposition à Israël gravite autour de notre présence Judée, Samarie, Jérusalem, Golan, etc. Et je pense qu'on peut commencer, vous savez comme moi, et ça va devenir aussi la pomme de discorde en Israël, pas de manière immédiate. Dans les années 80, ce n'est pas aussi clair, certainement pas au début des années 80. Dans les années 70, certainement pas. Mais après la paix avec l'Égypte, etc., après l'éviction, le déracinement du Sinaï, ça va être aussi une pomme de discorde en Israël. Pourquoi? Parce qu'on parle de deux Israël différents. Et tout le monde le perçoit. Parce que le Vatican le perçoit très bien. Que quand les Juifs vivent à Shiloh, à Bethel, à Ophra et à Hebron, et quand ils sont maîtres de la vieille ville de Jérusalem, on ne peut pas parler d'Israël comme un refuge pour personnes déplacées d'Europe par la Shoah. Ce n'est pas l'eau. Lui, ces terres, d'une manière pas toujours religieuse, et pas de, peu importe. Le message véhicule, c'est qu'il y a ici un reportage plus juif, authentiquement juif, que le message du peuple qui tourne sur toute, pas de son, problème de son, Oui. sur toute sa terre. Ça va, je suis entendu, ça va? Non, il y a un problème de son. Il y a problème de son, ouf. Oui. Je ne sais pas. Moi, je t'entends, Eliezer. Tu nous entends? Il y a quelques coupures. Oui, oui. Alors là, peut-être c'est chez vous, parce qu'il y aura de mon temps, alors j'imagine. Oh. Il y a des petits problèmes, Eliezer. Non, on entend mal, c'est coupé. C'est encore une question. Bon, je vais essayer de passer au salon. Au salon, là-bas, ça va être plus proche du router. Bezrat Hashem, ça va mieux marcher. Là, ça va mieux? J'espère que ça va aller mieux. En tout cas, chez moi, ça montre que c'est plein contact. Donc, je reviens sur ce que je dis. C'est le message qu'on transmet. Lorsqu'il y a, comme le disait Nathan Alterman, coïncidence entre Am Israël et Eretz Israël, c'est que ce retour
n'est pas une coïncidence, n'est pas un hasard historique. Nous ne sommes pas un camp de réfugiés déplacés et chassés par les horreurs de la Shoah. Nous sommes à notre place et nous avons, même si nous ne parlons pas, tout le monde sait qu'il y a ici un potentiel, il y a ici un gisement identitaire invraisemblable qui est prêt à exploser, qui est prêt à sortir du fait de cette coïncidence. Et c'est pour ça que c'est notre présence qui est signe du fait aussi, Réverim. Ce qui se réalise ici, ce n'est pas juste une aventure entreprise par quelques têtes brûlées de Yémen, du Maroc et de Kharkov. Ce qui se fait ici, c'est l'accomplissement des prophéties. Il n'y a rien de plus juif dans l'État juif que lorsqu'il accomplit les prophéties. Surtout si ceux qui l'accomplissent disent que nous sommes là parce que c'est l'accomplissement de la prophétie. Même s'il y a des professeurs à l'université de Jérusalem qui disent non, 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 rien à voir, peu importe, peu importe. Leurs contestations font aussi partie de la prophétie. Très bien, c'est très très bien. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Cherki qui le dit, c'est pas ça prend aussi, c'est la main. Vous comprenez? Donc là, c'est très très. Et c'est aussi ceux qui ne laissent pas les Juifs de Judée-Samarie de devenir un simple secteur. Regardez la tête qu'on vous fait lorsque vous atterrissez. Bon, imaginez qu'on saute dans le temps il y a 1 an et un peu plus. Lorsque vous atterrissez quelque part, je ne sais pas, peu importe où, on vous demande d'où vous êtes, vous dites je suis de Kiryat Arba, c'est où, Hebron. Ça ne laisse personne indifférent. Soit on vous embrasse, soit on vous fait signe d'une certaine animosité, personne n'est indifférent. Les plus ignares, les plus personne, rien, personne n'est indifférent. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le point juif qui est atteint et qui touche à chacun. Dans sa chrétienté, dans sa occidentalité, dans son islam, dans son appartenance à cette nébuleuse Made in Moreshet Israël. Made in Israël. Et c'est pour ça, donc il y a énormément de choses, énormément de choses. On va parler, je voudrais beaucoup avec Popesio parler les prochaines fois de notre retour à Hébron. Pourquoi est-ce que le retour à Hébron, il est si douloureux? L'âme. Vous savez, par qui nous prend aux tripes lorsque les femmes juives en 79 entrent sans l'accord de l'armée à Beit Hadassah, ça bouleverse tout. Ça bouleverse tout. Et une douzaine de femmes juives avec leur petit bébé qui entrent. Ça bouleverse tout. Pourquoi? Parce que c'est la même idée du retour, c'est la même idée du prophétie, c'est la même idée, je sais, cela vous appartient. C'est à vous. C'est à vous. Du même ordre, chose qu'on ne citait pas aujourd'hui, mais lorsque vous prenez les livres, où il est? Bon, je ne l'ai pas, regarde. Voilà. Dans ce livre, par exemple, sur la Marteret Yehudit, oui, sur la Z de Chagai Segal, eh bien, il cite une autorité musulmane qui, lorsqu'on revient sur le mont du Temple, eh bien, en 67, nous dit la chose suivante. Igia Zman, je ne sais pas comment c'est en arabe, Igia Zman larzir et apikadon. Le temps est venu de rendre le dépôt. Ça, ce n'est pas des choses que vous allez trouver sur Wikipédia, slicha. Ça, il faut fouiller, mais c'était des choses qui ont été dites, et pas par une personne du Waqf
du Ekdesh musulman sur le Har Habayit. Yachon, Shamar, Shelachem. Shukran. Question. Les gars. H. Problème de son. H. Voilà. Question, quelque chose hein? Toda Rabba, merci beaucoup, Eliezer. S'il y a une question, c'est le moment, chers amis. Je voudrais juste rajouter que nous avons un cours qui s'appelle « Les prophéties se réalisent ». Ça, c'est pour Eliezer. Oui, absolument, c'est le Rav Fison. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a aussi commencé à parler des batailles de l'archéologie entre les minimalistes et les maximalistes. Voilà. Donc, on avance sur le sujet. Voilà. Je suis avec grande attention tout le cursus. Parfois, quand je peux, alors je participe aussi. Enfin, j'écoute aussi. Mamash, Yashar Koach Gadol. En tout cas, merci beaucoup, Eliezer. Merci à vous, Sorot Leitraot, Kol Tov, Kol Tov. Hazak u'baruch, toda. תודה רבה.